venant du Brésil. Au fond, vous venez de répondre un peu à la question que j'étais en train de me poser, c'est-à-dire, débarquant du Brésil, invité par des Brésiliens, je me dis, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est-à-dire dans la clinique, dans la pratique, dans sa lecture de Lacan, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont mises sans dessus-dessous. Hein? C'est un chantier. Et c'est très stimulant tout à coup que ce qui était établi devienne un chantier. Parce qu'on a tendance à répéter des formules, et puis qu'elles sont sans arrêt répétées, pas réinterrogées. Là, vraiment, on a tout qui est vraiment sans dessus-dessous, quoi. Un côté subversion de quelque chose d'établi. Et au fond, j'aime cette catégorie, je ne sais pas comment il le dit en anglais, mais de lecture méfiante de Lacan. Ouais. Parce que peut-être on a beaucoup à apprendre d'une lecture méfiante de Lacan. Peut-être faut-il lire Lacan de façon méfiante. Donc en vous écoutant, je me disais comment Lacan aurait lu Mariotte. Hein? C'est-à-dire un dialogue entre Lacan et Mariotte. Je me dis que vous pourriez ajouter ça à votre exposé. Hein? Parce que, voilà. En particulier, j'avais aussi cette même interrogation en disant le réel, l'objet A, ce qui est hors langage, au fond, n'a pas une place prépondérante. Peut-être qu'elle en a une, justement, dans le rôle que la noirceur joue dans la théorie lacanienne, qui pourrait être rapprochée de la part la plus lacanienne de la lecture qu'il fait, en pensant que ce n'est pas une lecture que fait Lacan. Et au fond, parce que là, il dit le rôle que la noirceur joue dans la théorie lacanienne, malgré lui. Malgré lui. Or, on pourrait se demander si ce n'est pas justement ça qui est le point de jonction entre Mariotte et Lacan. Ben moi, il me semble que celui qui le fait, ce point de jonction très bien, c'est-à-dire sur vraiment la question de la jouissance de l'objet A, c'est Sheldon George, qui lui est beaucoup plus à aller chercher les concepts de jalouissance. Et donc c'est pour ça que je l'avais vraiment connecté avec la lecture millerienne dans Extimité de le racisme, c'est la haine de la jouissance de l'autre. Et là, la seule chose qui était en jeu, c'était l'objet, c'était la jouissance. Et donc les modes de jouissance, l'économie de la jouissance, et de quelle manière certains modes de jouir impliquent d'en objectiser d'autres, ou cette guerre totale des jouissances, on pourrait dire. Mais c'est vrai que Mariotte, lui, je pense qu'il est tellement accaparé justement par cette volonté de montrer que la théorie du signifiant n'est pas si neutre, que le miroir, etc., que mais en même temps, il faut aussi souligner peut-être, parce que cette maison d'édition est dirigée par Derek Hook, qui a travaillé avec Sheldon George, qui a fait Lacan and Race, un gros ensemble de textes. Et eux, c'est vraiment la piste qu'ils ont explorée. C'est le Lacan de l'objet petit a, le Lacan de la jouissance, et donc aborder la question du racisme par ce biais de la jouissance. Et là, Mariotte, lui, vient un peu après. Et s'emparer, et c'est marrant parce qu'en plus toute la première partie est consacrée à une lecture des complexes familiaux. Donc il revient vraiment, parce qu'en plus c'est là où le stade du miroir est aussi très bien exposé, etc. Mais il entre par Lacan, vraiment pour le coup, là, le tout premier Lacan. Puis il passe par une relecture de Lacan par Frantz Fanon et finit par un débat avec Frank Wilderson et le dernier Lacan de l'Étourdi. Mais je vous avoue aussi que ça me tombait des mains parce que, bon déjà, l'Étourdi, voilà. Mariotte lisant l'Étourdi, alors là, on atteint des sommets. Et voilà, donc, mais peut-être que j'ai pas tout compris et qu'il m'en reste encore à découvrir. Ouais. Mais oui, en tous les cas, il reste à imaginer les réponses de Lacan et à continuer à connecter les points qui manquent, quoi. C'est ça,
un nihilisme responsable, finalement, c'est un nihilisme éclairé. Ça va alors, ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui. Parce que c'est, d'ailleurs, il ouvre son texte là-dessus, Calvin Warren, où il dit « J'ai été invité à une conférence où on va parler du racisme, des luttes intersectionnelles, et où donc c'est la grande messe, on va dire, de gauche optimiste. » Et il dit « Et moi, je vais devoir prendre la parole et leur dire que leur optimisme, là, me convainc pas du tout. Et donc je vais être le vilain petit canard, je vais être le nihiliste qui jette un froid dans la salle. » Et il le dit vraiment comme ça, il dit « Donc là c'est le moment de prendre la parole, et je vais leur dire que ça marche pas comme ça. Que faire de ça aussi, parce qu'on a besoin, enfin, on est plutôt content quand on se dit on va y arriver, il y a des solutions, on va travailler, on va réformer le droit, on va réformer l'imaginaire, on va ouvrir, etc. » Et voilà. Et un ami me disait qu'aussi il ne faut pas oublier justement qu'on est à ce moment historique aujourd'hui vraiment d'un épuisement de notre système, de ce changement climatique, de cette impossibilité de penser un au-delà du capitalisme, de ce Marx plus que moribond, et où il y avait encore cette force dans les années 70 de ces mouvements radicaux, et que l'afropessimisme, et c'est une forme de retour du refoulé, mais qui porte la marque de son temps, c'est-à-dire que ça ne débouche même pas sur un mouvement politique porteur, parce que les gens se moquent des afropessimistes en disant « Oui, alors vous êtes super radicaux », mais en fait, les seuls afropessimistes, c'est des professeurs dans des Ivy League, avec des tenure track, et qui ont une belle rente de livres avec leur théorie hyper radicale, mais ils sont dans des Ivy League. Hein. Voilà, Calvin Warren s'est publié chez Duke, etc., etc. Donc cette espèce de radicalité théorique comme une pause désespérée, face à une absence d'alternative politique forte. La même où on sent bien que ça sent la fin du monde à plein d'endroits. Je voyais même à Paris, là j'ai vu une pièce de Julien Gosselin qui s'appelle Extinction, qui est fondée sur le roman de Thomas Bernhard, et qui appelle à l'extinction de sa famille, qu'il déteste chez les Autrichiens. Enfin, vous imaginez Thomas Bernhard détruisant. Mais il y a ce climat-là, aujourd'hui. Hein. Voilà. Je voulais pas... Oui, moi je ne voulais pas monopoliser. Ni jeter un froid comme ça. Non, mais est-ce que vous avez... Je bien aimé, donc je vois que tu as vu une vidéo que j'adore, mais elle est mal enregistrée, de Milner, qui parle de la liberté de penser versus l'idéologie woke, oui. Il a parlé, interviewé par Aflalo. Et donc c'est là qu'il... Vous avez vu cette vidéo? C'est très intéressant. Donc comme il fait, il déplie tout, il parle de la cancel culture, et la différence entre les États-Unis et l'Europe, et la difficulté des intellectuels européens de faire ce genre de travail que vous êtes en train de faire, et de se sentir coupable de ne pas entrer dans l'idéologie woke. Parce qu'il parle d'une idéologie et il déplie vraiment depuis le début par les études de l'X Studies, et par cette différence entre l'Europe qui croit à la lutte des classes et les États-Unis ne croient pas à la lutte des classes mais à la lutte des races. Tandis que... Et alors il dit que la lutte des classes, c'est quelque chose qu'on peut réparer, qu'on peut changer. N'est-ce pas que la question, un ouvrier peut changer de classe. Tandis que la lutte des races, ça touche à l'impossible. On ne peut pas changer notre couleur, donc on ne peut pas changer
moi, je voulais être blonde aux yeux bleus, voilà, je ne peux pas. Donc, ça touche à l'impossible. Voilà, donc c'est assez long. C'est très mal enregistré parce qu'il y a une voix rauque, puis ils ont mis le son à fond, puis c'est désagréable. Mais ça vaut la peine de résister à ce désagrément et puis de côté ça, parce que c'est fait vraiment fabuleux. Ouais. Moi, je trouvais, en tout cas. Ouais. Je suis une fan. Ben, moi, c'est sûr qu'il me semble toujours important d'arriver à ne pas opposer frontalement, on va dire, communautarisme à universalisme, etc., mais de voir de quelle manière les deux peuvent s'articuler, c'est-à-dire de quelle manière le communautarisme, on pourrait dire, ou les idéologies woke, etc., visent à politiquement racheter certains signifiants, les arracher à une certaine racisation, à un certain poids. Et bien sûr qu'il faut ensuite bien veiller à ce que ce soit le temps 1 du combat et qui n'amène pas à un collage de « je me présente selon ce signifiant et puis je reste écrasé par ce signifiant maître », mais que ça puisse conduire à ce mouvement 2 de séparation, et donc voilà, où là on retrouverait une logique un peu universelle, où une fois qu'on a opéré un espèce de vidage politique de ce qui a de négativement associé à certains signifiants, alors ça réouvre pour moi la scène de l'analyse. Et donc, à mon sens, pour moi, il y a une alliance à passer entre ces discours politiques et la possibilité d'une analyse. Mais il ne faut surtout pas, et on le sent bien dans les patients qui se présentent, je suis féministe, je suis etc., etc., que ça peut être des signifiants qui ont fait des points d'accroche, d'ancrage, mais il ne faut pas que ça vienne boucher l'inconscient, encore une fois, ça vienne empêcher le processus, voire même de respirer, de ne pas être le martyr de l'activisme d'un certain signifiant. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut, je dirais, complètement diaboliser ces logiques politiques qui visent à réhabiliter certains signifiants. Donc, pour moi, c'est un fil qu'il faut faire passer, Véronique. Frédéric nous a fait donc, un petit voyage à travers les stéroïdes américaines, mais c'est envoyé le dernier épisode qui est que maintenant, certaines personnes dans les Black Studies refusent le signifiant humain. Ils disent non, on n'est pas des humains. En fait, vous avez contaminé le signifiant humain avec votre histoire dégueulasse, coloniale, violente, etc. Et donc nous, on ne se reconnaît pas dans ça, on est des nains inhumains. Ça nous semble c'est assez intéressant dans le contexte de ce que tu amènes. On a quand même une nouvelle négation, et peut-être un mouvement dialectique. C'est quand même ce que j'évoquais au début sur l'être noir n'est pas un être humain. Et je l'ai enlevé parce que j'ai dû raccourcir, mais j'avais traduit au départ, Calvin Morin ouvre le livre sur une analyse métaphysique de Black Lives Matter, où il dit quels sont les présupposés ontologiques pour que la phrase ait du sens. Et il dit bon, ok, les vies noires comptent. À quelles conditions ça a du sens, c'est porteur politiquement. Et il dit, bon, bien évidemment, si on dit que les Noirs sont des êtres humains et que tout être humain a une valeur en soi, alors les Noirs, en tant qu'humains, ont une valeur et donc la phrase a du sens. Or, il commence à se poser la question de savoir si cette condition de possibilité de la phrase n'est pas celle qui précisément masque la spécificité de la violence faite aux Noirs et à la noirceur. Et que donc, par là, si on donne trop facilement du sens à cette phrase, en fait, on invisibilise le vrai combat. Et il est là, il fait en fait la vraie question derrière, c'est donc est-ce que les Noirs sont vraiment des hommes ? Qui est la véritable question ontologico-politique qu'il veut poser. Sauf que maintenant, comme c'est présenté, c'est qu'on ne veut pas être des hommes parce que les hommes, c'est nul. Ouais.
Oui, le club, c'est genre, ils veulent pas de nous, donc c'est mieux. Ouais. Mais ils se mettent sous quel signifiant? Oui. Non-human. Hein? Mais- Non-human. Ah, Parce c'est que un signifiant. Là, j'ai un petit effet d'étrangeté. Oui, Je reviens d'un moi j'ai colloque- tout le temps ce... je reviens d'un colloque à Sao Paulo Ouais. qui traitait, où j'étais discutant pour la question de l'intelligence artificielle. Ah ouais. Et où justement le débat c'était l'obsolescence de l'humain et qu'au fond on a déjà totalement dépassé l'humain et que maintenant ces systèmes sans corps, sans autres, vont prendre tout à fait le dessus et les accélérationnistes, Sam Altman et d'autres, ont cette position majeure de dire que voilà, c'est fini et du coup plus de race, plus d'exploiter, plus d'aliénation, plus de servitude. Ouais. Mais la personne qui soutenait ce point de vue était très exaltée dans ses convictions. Et après, j'arrive ici dans un chantier de la noirceur. C'est le comble du nihilisme, dire que on n'est pas des humains et que voilà, c'est le comble du nihilisme. Donc, Oui, c'est un nihilisme. voilà. Je crois que toute l'histoire du non-humain, c'est plutôt une critique du biocentrisme de l'humain qui se met au centre de la planète, de la vie. Et qui... Y compris ton cerveau. Alors le cerveau, c'est fini. C'est plus du tout. Le sexe aussi. Oui, Oui, Leslie. oui, Leslie. Enfin, je disais ça pour dire que finalement, le danger avec toutes ces théories, c'est de réessentialiser la race. Moi, j'ai toujours ce problème avec tout ce mouvement théorique black américain qui finalement qui aurait fait consister un signifiant dans les... Absolument. Bah, pour moi, c'est à un moment donné où ils essentialisent le stigma. En fait, toute la question revient à savoir si le statut vraiment de l'esclave peut être étiré jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce passage où ils en font un paradigme ontologico-politique qui perdure. Donc le post-colonial, c'est ça. Bon, les colonies, c'est fini, mais le statut de mort sociale de l'esclave continue. Tu oscillais entre dire, mais en même temps, on est tous des esclaves. Ouais. Alors après, oui, et puis en plus, après, il y a le côté il y a Achille Mbembe qui va dire, bon, ben en fait, dans la critique de la raison nègre, c'est en fait tous les corps livrés à ce qu'il appelle le brutalisme de l'économie capitaliste qui fait que de plus en plus d'êtres humains sont surnuméraires. C'est-à-dire que même par rapport à la période esclavagiste, on n'a même plus besoin d'esclaves puisqu'on a des machines. Donc ouais, bientôt, on enviera le statut d'esclave hein, puisqu'il était quand même nécessaire à la plantation. Là, là même pas. Donc en fait, il y a de plus en plus d'êtres humains qui tombent dans une limbe d'inutilité, etc. Et c'est vraiment là, c'est l'horreur absolue. Donc il y a ce côté-là, et en même temps, mais le trait un peu justement parano, ça serait de dire, attendez, là vous avez essentialisé cette condition de l'esclave, et puis vous vous êtes fixé à ce truc, et puis vous en faites un paradigme politique et ontopolitique, là où il faudrait travailler justement un peu à défaire l'étau. Mais Agamben avait déjà dit ça. Exactement. Mais ils reprennent le concept de paradigme à Agamben. Pas par rapport à la négritude, sinon par rapport À l'homo sacer. à les non-citoyens. Ouais, exactement. Mais ils le reprennent de Leslie Agamben. Ponce veut dire quelque chose. Merci mille fois pour au fond, ce mouvement extrêmement revivissant, enfin, comme le disait François Ansermet, une subversion, certes intéressante, ça me réjouit beaucoup, néanmoins, j'ai un certain nombre de réserves par rapport à la question de ma place comme psychanalyste praticien. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Alors, j'ai délogé de cette place en me disant je vais suivre la voie sociologico-politique et m'interroger avec vous et avec ces auteurs pour savoir de quoi il est question. Et en me laissant comme ça aller, je me suis rappelé de cette fameuse controverse de Valladolid, XVIe siècle, où il était question, quand les jésuites, les catholiques, les juristes sont réunis,
pour poser cette question fondamentale qui devait au fond gouverner le style de conquête que les Espagnols devaient faire aux Amériques, de savoir, et la question fondamentale était, est-ce qu'ils ont une arme? Le signifiant maître, qui a au fond articulé toute cette discussion pour savoir comment on allait traiter ces Indiens, c'était de savoir si oui ou non ils avaient une arme. S'ils ont une arme, donc ça revient à ce que votre auteur appelle l'humain, n'est-ce pas? Alors on doit les traiter comme des humains, et s'ils n'ont pas d'âme, eh bien ce sont des animaux, ce sont des non-personnes, bien sûr. Alors c'est cette même controverse, me semble-t-il, qui est là reposée, mais cette fois autour non pas de l'âme, mais du signifiant. Oui, et puis, mais parce que derrière, c'était, est-ce qu'on peut leur attribuer une âme s'ils refusent le Christ, c'est-à-dire la rédemption? Absolument. Donc, en fait, ils ne veulent pas être sauvés. S'ils ne veulent pas être sauvés, est-ce qu'on peut vraiment leur attribuer une âme? Et là, c'était, parce qu'ils étaient plus ou moins des hommes, mais par contre, de leur attribuer une âme, tout en refusant le Christ sauveur, là, c'était quasiment les envoyer droit en enfer. Donc, c'est aussi, du point de vue théologique pur... Alors, la rédemption faisait office de stade du miroir. Quelque chose comme ça. Se reconnaître dans l'autre pour pouvoir aller au paradis, aux cieux, etc. Donc, alors, ça, c'est assez prenant, en fait, de voir, en quelque sorte, que l'histoire se répète, en fait, que les affaires se répètent. Alors, en ce qui concerne le concept de noirceur par rapport à la question du signifiant, ce qui m'a un peu frappé, c'est que cet accent est quand même mis sur le regard. La noirceur est quelque chose qui relève du regard. Or, le signifiant ne relève pas du regard, c'est un son. Ça relève plutôt de l'audition. Alors, est-ce qu'il y a un son noir? Peut-être. Ben ouais. Il existerait une musique noire, paraît-il, qui s'opposerait à la musique blanche. Vous voyez? Donc, alors, comme c'est une question qu'on traite autour du délire, on peut être très proche du délire avec la question du son noir, qui mettrait en quelque sorte la position, au fond, du sujet, non pas dans le signifiant qu'il y a quelque chose du son, de la sonorité, comme dit Lacan, n'est-ce pas, et non pas du regard, alors que la question de la noirceur n'est pas un signifiant comme tel. C'est au fond un terme qui se veut être un concept qui relève au fond de l'apparence, c'est-à-dire du regard, et qui n'a pas grand-chose à voir avec le signifiant, selon ce que je comprends du signifiant. Enfin, c'est un peu radical ce que je dis, mais c'est juste pour faire, au fond, opposition à cette sorte de construction. Je suis assez proche de ce que disait Béatrice Frémazy, c'est-à-dire un peu idéologique, n'est-ce pas, par rapport et de projeter. Alors, ma troisième et dernière remarque, ce serait de dire, au fond, tout ça, c'est une sorte de prolégomène à une action militante, pour aller dans le sens de Fanon. Alors, là, comme psychanalyste praticien, je me désolidarise. Je me dis, militance, depuis que j'ai su que Che Guevara était mort en Bolivie, tué par 5 analphabètes, alors que c'était un homme remarquable, je me dis, si c'est à ça qu'on conduit la militance, eh bien, je n'irai pas me faire descendre dans une forêt bolivienne par 5 analphabètes. Donc, je recule devant la militance et je dirais, comme Lacan, n'est-ce pas, le militant, si je suis tout seul, ça va bien, mais la militance commence à être désagréable quand c'est organisé. Bon, je vous laisse. Peut-être non, simplement sur le signifiant. Il y a quand même, je pense, derrière toute une théorie de l'interpellation. Et puis on pense justement à cette fameuse scène où Frantz Fanon se fait interpeller et nommer par ce signifiant noir. Après, est-ce qu'on peut dire, est-ce que ce signifiant fait retour comme un automatisme mental? Alors là, je ne sais pas. Et dans quelle mesure, effectivement, la noirceur qui est d'abord
une question de visibilité. C'est d'abord une question de regard. Voilà. Alors, compliqué de mettre ça Mais en tout cas, le en signifiant. dialectique avec le signifiant pour, au fond, dénoncer l'inopérativité de la théorie du signifiant en raison de quelque chose. Bon, à part ça, le côté subversif me plaît beaucoup, hein, je le répète, hein, mais j'aurais aimé avoir un axe d'attaque un peu plus percutant. Bon, prochaine fois. Je parle pas à vous, Ouais. je pense à notre... À David Mariotte. Ouais. Mariotte, Ouais, Mariotte. comme le thème. Ouais. Mais, excusez-moi, mais Leslie, tu ne penses pas qu'il fait référence au signifiant, mais en tant qu'insulte? Oui. Oui, en tant qu'injure, en tant qu'insulte, dans Ah ce non, sens-là. j'ai pas compris ça comme ça, j'ai compris que c'était la théorie du signifiant de Oui, la oui, mais il y a un moment... J'avais encore une autre remarque pour terminer. Dans RSI, dans les 4-5 premières leçons même, Lacan fait référence énormément à la question du trou. Et alors, en vous entendant parler de la noirceur, je me suis demandé si ce n'était pas à ça que ce sujet, cet auteur, faisait un peu référence, c'est-à-dire au trou que les physiciens vont appeler trou noir. Oui. Et le trou noir, n'est-ce pas, c'est quand même l'origine de la libido, autrement dit de la planète, de l'existence, etc. Donc, on a quelque chose de paléontologique, là, n'est-ce pas? Oui, parce que le trou a une couleur. Le trou a une couleur. Et généralement, il est noir, parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Donc, c'est aussi dans... Voilà, le trou dans le symbolique, hein, dit Lacan. Le trou dans le symbolique. Voilà. Absolument, mais oui, Alors, c'est pour ça qu'il revient sur l'absence. C'est ça la noirceur. Ouais. Mais alors la noirceur, parce que je comprends, au fond, entendu comme un concept, comme un signifiant relativement banal, comme on dit la ville noire, l'obscur, Comme le continent. comme le continent noir, exactement. oui. Et le signifiant viendrait justement représenter cette noirceur, ce trou noir. C'est-à-dire le signifiant va couvrir le trou, généralement. Dans le symbolique, il y a le signifiant. Le langage vient couvrir le trou. Alors je me suis... Oui, je ne sais pas s'il le couvre ou s'il tourne autour. Ou se tourne autour, ou il couvre, ou il le rend opaque. Je pense que l'opacité, pour moi, a cette fonction, en tout cas, de recouvrement. Mais effectivement, c'est exactement, oui, c'est ça. C'est ce trou noir, et c'est pour ça qu'il convoque le dernier Lacan, je le disais de l'étourdi, mais oui, donc du coup, c'est autour de RSI, du symptôme, du dernier Lacan. Et ce qui me permet peut-être de revenir sur un point, moi, qui est toujours, qui m'a posé problème, puisque ils définissent donc si les Noirs n'étaient pas des hommes, s'ils étaient comme toujours déjà fort clos du miroir ou fort clos, etc. Donc, c'est ce que j'appelais avec ce jeu de mots les non-dupes nègres. Donc, ils sont forcément dehors. Donc, ils ont besoin de convoquer le dernier Lacan qui égalise symbolique, imaginaire et réel et qui ne met pas une domination du symbolique sur le réel pour pouvoir, au fond, retravailler et en même temps penser à un autre nouage. Je trouve ça extrêmement intéressant. Enfin, je termine là. Au fond, juste pour dire que... comment ça au fond, ce concept, n'est-ce pas, de noirceur, qui a peut-être sa valeur dans l'horizon de la philosophie des réflexions américaines, ne me semble pas suffisamment articulé pour véritablement interroger la théorie lacanienne du signifiant, du miroir, etc. Ça me paraît quand même un petit peu idéologisant. Oui. Bon, non, mais moi je suis d'accord, hein, et j'ai fait mon possible pour l'articuler. Je ne suis pas marottien, comment on pourrait dire, mais magnifique, hein, j'ai beaucoup apprécié. Mais je suis d'accord, oui, qu'il y a pas un forçage, mais presque, quoi.
mais un tour de force aussi. Après, il faudrait presque enfin voilà, la langue est extrêmement dense et touffue. Hein. Il y a vraiment des moments où j'étais là, mais qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien. Ou alors quoi? Il parle de tel concept comme ça, mais c'est pas vrai, etc. Donc, mais j'ai mis un peu. Il y avait une première partie de la lecture qui m'a agacé. Et votre séminaire, la suite de la créolisation Oui. de l'inconscient, ça sera quoi? Ah oui, donc je vous invite si ça vous intéresse. Le séminaire reprend en janvier. Ce sera autour de ce que j'ai appelé les éthiques du refus. En fait, c'est une année hommage à une théoricienne américaine dont j'étais proche et qui est morte l'an dernier, enfin cette année d'un cancer, et qui avait retraversé tout le champ des études du genre et queer à partir d'un point de vue lacanien pour se demander quel Lacan était convoqué par qui et pour quelles raisons. Et notamment, en fait, puisque le champ des études du genre, ou queer, on va dire, est divisé en deux grands camps aussi, ce qu'on appelle les relationnels et les anti-relationnels. Et les anti-relationnels, généralement, se saisissent du dernier Lacan pour faire la sainte homosexualité, etc. Au fond, c'est le Lacan de l'un tout seul, et qui est joué par alors que le Lacan des relationnels est le Lacan structuraliste, le Lacan pour analyser l'aliénation, etc. Et j'en profite pour réinterroger l'éthique de la psychanalyse, puisque on sait bien quand même que Antigone refuse la loi de Créon et donc il y a et ça fait partie, les afro-pessimistes, de cette éthique du refus, du non à l'optimisme, etc. Donc, et on voit monter aujourd'hui, je trouve, ces éthiques du non. Et je disais, je l'ai enlevé, mais que j'aurais pu aussi convoquer justement Lie Edelman, qui est un des théoriciens de ce champ, qui a écrit un bouquin qui a été traduit en français qui s'appelle Merde au futur, enfin No Future, et ça s'appelle Théorie queer et pulsion de mort. Hein. Et donc c'est très clair, et il dit en fait il faut détruire le système de filiation et surtout nier l'enfant comme principe de futurisme. Donc, et alors je vais convoquer aussi des théoriciens queer qui essayent de dire attendez, la norme n'est pas toujours mortifère, etc. Et donc de nuancer un peu ces débats et de reposer la place de l'éthique de la psychanalyse dans tout ça. Et à partir notamment d'une relecture de la figure d'Antigone par Judith Butler. Et puis après, je ferai intervenir aussi la Marc Zafiropoulos qui a écrit son Lacan presque queer. Donc voilà. Donc pas de filiation, c'est ça qu'il propose? Pour lui, oui. Mais, pas de filiation, oui. c'est-à-dire on fait des enfants puis on jette dans le monde. Alors après, sinon sur la filiation, il y aurait Donna Haraway qui dit Don't make babies, mais make kinship. Donc elle dit, il faut arrêter de faire des enfants, il faut faire des liens de parenté. Ok. Voilà. Donc il y a d'autres solutions. Et oui, là, voilà. Donc, et la première leçon sera dédiée au livre de Sophie Mendelssohn et Livio Boni qui s'appelle Psychanalyse du reste du monde, qui est un ouvrage collectif qui présente la manière dont la psychanalyse s'est implantée dans les anciennes colonies. Donc, que ça soit des colonies d'ailleurs au Mexique, au Brésil, à Madagascar, en Inde, exactement, dans le Maghreb, donc en Algérie, au Maroc. C'est comme un dictionnaire, hein, parce qu'on a acheté, il est assez épais. Voilà. Et donc je pense que là, on fera une séance en janvier qui se consacrera au Maghreb. Et je trouvais très bien le titre. Qui est tiré de Derrida, en fait. Psychanalyse du reste du monde. Du reste du monde, c'est ça. C'est-à-dire du reste. C'est ça, du reste. Qui remet en question ce qui était le cœur même de l'histoire de la psychanalyse. Exactement. Donc, Elisabeth Roudinesco n'a pas goûté le projet, enfin, même si elle a reconnu quand même la somme de travail qui était accomplie. Donc, voilà. Et donc ce sera accessible sur Zoom, si ça vous intéresse, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Voilà, c'est déjà en ligne sur la chaire de philosophie à l'hôpital si vous tapez Décoloniser l'inconscient, les éthiques du refus. Et voilà, et vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit.
qui nous communiquera les références. Oui. Ah, enfin, formidable, merci. Oui. Il faut taper son nom, YouTube. Ouais, il y a tout. Voilà. Le temps avance, on va peut-être, à moins qu'il y ait une autre remarque. En tout cas, Frédéric, je vous remercie C'est beaucoup. moi. Daisy aussi. Pour cette décentralisation. J'ai l'impression d'être un peu secoué avec toute cette perspective un peu différente il faut presque, moi qui travaille beaucoup l'histoire de la psychanalyse, là il faudrait repenser un peu comment décentraliser l'histoire de la psychanalyse. Alors, la prochaine... comment? La prochaine, ça sera en mars? Oui, on va. La prochaine, ça sera en mars avec François et Alain Gros-Richard. Ça sera sur... C'est les délires de revendication. revendication et persécution. Persécution. Persécution, je Moi, pense j'ai que fait ça. la revendication Oui. et Gros-Richard la persécution. Voilà. Alors justement, tout ce Oui, mariage, il va ce mariage ramener par un exemple, ce mariage d'aujourd'hui, filiation et nihilisme, chaque fois, c'est un mariage un peu curieux que moi-même je ne comprends pas comment j'ai fait ça. Comme les mariages arrangés. Exactement. Ce sont des mariages arrangés, mais je pense qu'il y a une logique que je vais découvrir à la fin. En tout cas, je vous remercie tous. Pas de Je vous remercie aussi beaucoup.